plus vite on fait appel à l'architecte, plus intéressant c'est et surtout plus pertinent va être la réponse apportée parce que c'est souvent des processus le processus du projet architectural, il peut être long. Donc en Alsace, on a un bâti qui est là, qui est qualitatif, Ouais. donc qui se prête fort à la rénovation. Je pense que, la rénovation, il faut vraiment le prendre comme une aventure et accepter qu'il y ait des évolutions du projet, au OK. fur et à mesure de l'avancement du processus. Au-delà de 150 m² de surface de plancher, OK. ça va être soumis à autorisation, enfin permis de construire. OK. Donc, Donc voilà, à partir de 150 m², on doit c'est obligatoire. automatiquement, enfin Exactement. obligatoirement faire appel Voilà. à Après un dans architecte. dans tous les cas, comme on l'a dit avant, je pense que c'est important d'avoir, ce partenaire, l'architecte, Bien sûr. pour accompagner même un projet à plus petite échelle. Vous écoutez Les gens d'ici et je vous en remercie. Je suis Gauthier Herzog, conseiller immobilier alsacien et plus spécifiquement dans le Haut-Rhin. Et si vous avez un projet de vente, d'estimation ou d'achat, je serai ravi de vous accompagner. Et vous retrouverez l'intégralité de mes coordonnées dans la description. Moi, je vous dis à très vite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Les gens d'ici, le podcast qui donne la parole à toutes les personnes qui touchent de près ou de loin les métiers liés à l'immobilier. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir comme invité Julie Toniguzzi, architecte. Bonjour Julie. Bonjour. Écoute Julie, pour t'expliquer un petit peu les règles du jeu, si on peut dire ça ainsi, c'est un podcast long d'environ 30 minutes où on va aborder différentes thématiques sur ton métier, Mmh. sur l'architecture et on va essayer de répondre sans chichi et sans langue de bois. Mais avant tout, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui nous écoutent, savoir un peu d'où tu viens, Oui, quel est ton parcours et pourquoi si tu es venue dans ce milieu-là? OK. Donc, bah, alors moi j'ai un parcours un peu atypique, c'est pas le parcours classique de l'architecte «de base» entre guillemets, dans le sens où, après le bac, en fait, j'ai commencé avec un diplôme universitaire de génie civil, OK, construction durable pendant ouais, 2 ans. C'était vraiment un moment très chouette dans mes études, un peu plus technique, beaucoup plus pratique aussi, qui m'a permis en fait de faire la passerelle après pour, l'école d'architecture avec une validation des acquis, donc on rentre en deuxième année, donc ça c'est assez chouette et après j'ai fait donc deuxième, troisième année classique à l'École nationale à Strasbourg. OK, Après, j'y suis allée travailler à Lausanne chez un de mes, professeurs qui était vraiment, super, avec lequel je m'entendais beaucoup pendant 1 an, en fait, mhm, entre la licence et le master, ouais, que je conseille, franchement de faire à tout le monde parce que ça permet un peu un ancrage, dans la réalité du métier, ouais, bien sûr, et puis dans la réalité technique aussi. Et puis après, j'ai fait une année dans, la faculté d'ingénierie architecturale et d'urbanisme à Bruxelles, mhm, pour l'équivalent du master 1. Puis après pour venir finir mes études de nouveau à Strasbourg, faire le diplôme OK, et l'habilitation à la maîtrise d'œuvre en son nom propre. En fait, c'est une année en plus qu'on peut faire, de manière optionnelle si on souhaite ouvrir un bureau plus tard. OK. C'est une année essentiellement de gestion, de compta, un peu plus administrativement parlant, Ouais, donc c'est une que veut option que dire tu as fait en voilà, en plus et justement, alors tu as un parcours finalement assez ouais, atypique parce que tu viens pas forcément de ce milieu-là ouais. et pourquoi avoir choisi alors, le milieu de l'architecture? C'est assez étrange. Au début, je voulais vraiment partir dans le milieu de l'ingénierie, de la construction et puis, ben, assez vite, c'était vraiment une question un peu de frustration dans le sens où on recevait des plans qui étaient très intéressants, mais à chaque fois, j'avais envie de, ben, voilà, développer ces plans, les Tu avais envie d'avoir approfondir. plus de concret finalement, en Exact fait? et puis surtout avoir un petit peu plus ce côté, conception créatif et ce que je OK. trouvais intéressant avec le métier d'architecte, c'est que, j'avais l'impression que c'était celui qui faisait un peu la synthèse de tous les corps de métier et puis voilà, avec, du recul, c'est le cas, je trouve Mmh, et donc ça, c'est vraiment une facette du métier que je trouvais super, bien sûr. En fait, intéressante. toi, tu vas vraiment accompagner tes clients dans leurs projets Oui. et on peut se poser la question, mais quel est ton rôle aujourd'hui auprès d'un client? Alors, il peut être franchement, divers, surtout dans l'échelle dans laquelle je travaille Oui. avec, mon atelier aujourd'hui. Ça va vraiment, d'une visite conseil avant d'acheter éventuellement, à une petite étude de faisabilité. On va rentrer dans le détail, mais c'est en fait une petite étude avant l'achat ou Mmh. avant le développement du projet, à une mission complète, du premier trait d'esquisse jusqu'à, la Ouais. réception livraison. Il y a aussi parfois juste des missions de relevé, OK. quand parce qu'on a besoin de plans. Enfin, c'est vraiment, divers et surtout, je trouve, c'est vraiment toujours, propre à chaque type Bien de sûr. projet et chaque Parce client que et chaque justement, c'est un domaine. c'est un métier qu'on ne connaît pas forcément. Alors, Oui, on en entend beaucoup ouais. parler, mais par contre, le milieu d'architecte, c'est assez, diversifié et maintenant, concrètement, c'est quand qu'on devrait faire appel à toi ou un architecte quand on a un projet? Alors, ça dépend vraiment toujours des types de marchés, publics, privés ou Bien quoi, mais sûr. j'ai l'impression que c'est le privé qui nous intéresse Oui, aujourd'hui, donc parlons-en. Hem, Ça dépend aussi de est-ce qu'on construit du neuf ou de la réhabilitation. OK.
mais dans tous les cas, je trouve que plus vite on fait appel à l'architecte, plus intéressant c'est et surtout plus pertinent va être la réponse apportée parce que Ouais. c'est souvent des processus le processus du projet architectural, il peut être long. On a besoin de recul sur les décisions qu'on prend. Mmh. Moi, en tant d'architecte, j'ai aussi parfois besoin de temps pour, voilà, arriver à quelque chose de convenable, surtout Bien quand sûr. c'est de la rénovation. Donc moi je trouve c'est intéressant de limite à la signature du compromis. On vient OK. chercher un partenaire, on commence par un bon relevé, un bon diagnostic Mmh. qui fait du sens, ça va être la base de toutes nos phases OK. et puis comme ça on peut commencer à tisser un vrai lien en fait et C'est bien que tu parles de faire ce diagnostic oui, parce que justement, tu fais le parallèle avec un peu tous les podcasts qu'on a pu oui, faire. Le mot qui revient le plus, c'est le mot audit. oui, Faire un audit ah ouais, sur le client, oui, analyser justement ses besoins, mmh, se projeter avec lui, parce que finalement, ils ont des projets de vie, ces mmh personnes. mh, mmh, Et toi, tu vas aussi les accompagner là-dedans, donc faire l'audit et comprendre leurs besoins. Et en exactement, fonction de leurs besoins, tu vas t'adapter. exactement. Et justement, on peut passer sur la thématique numéro 1, à savoir un projet architectural et comment naît en fait ce projet-là. Maintenant, moi, si je suis un client, je viens te voir, on commence par où? Si j'ai un projet quelconque de rénovation ou de construction, on va commencer par quoi? Alors l'étape numéro 1 vraiment en général, la première séance, c'est, la définition du cahier des charges. Bon ça peut paraître pompeux, enfin et assez technique, mais en soi c'est OK vraiment quels sont vos besoins. Mmh. Parfois c'est très abouti, j'ai des surfaces, j'ai un programme Ouais, très, OK on veut 3 chambres, on veut tant de dressing, tant de salle de bain et parfois c'est un petit peu plus flou et c'est juste, bon ben voilà, on est inconfortable dans cet espace, où on est à l'étroit, mais on n'a pas de réflexion menée. oui, Donc on va prendre un petit moment. La première étape, ça va vraiment être, ce temps d'établir un cahier des charges avec OK. une vraie demande et mettre un peu des mots sur les besoins de Parce que chacun. justement, tu vas accompagner le client dans l'idée qu'il a au fond de lui jusqu'au projet concret. Et Exactement. si on devait justement, tu as parlé des étapes, Mmh, on va dire, c'est quoi les grandes étapes, mmh, vraiment l'esquisse, les plans oui. et cetera, d'un projet d'architecture? Ben alors, par exemple, commun à la rénovation et à la construction neuve, ça va être comme, on l'a dit, le cahier des charges. Oui, Après, en phase «0» entre guillemets, si c'est de la rénovation, on va faire un diagnostic. Là, c'est vraiment une phase où personnellement j'y accorde énormément d'importance. Ça va être de comprendre le bâtiment existant et ses pathologies. Parce que souvent, OK. surtout en Alsace, où on a un patrimoine bâti Ouais. qui, a une certaine masse, qui a une certaine identité, il se détériore au fil des On années. a beaucoup de complexité, Voilà. architecturale aussi, hein. Et on vient essayer de comprendre, OK, pourquoi il y a eu un affaissement ici? Mmh. Pourquoi, la charpente s'est effondrée là? Enfin, on vient essayer de comprendre comment le contexte interagit, en fait, sur le OK. bâtiment, afin de pouvoir apporter une réponse après en projet, en Oui, phase plus justement, tard, tu vas prendre le cahier des charges qui est une chose, mais voilà. la deuxième, c'est aussi Ensuite la faisabilité du projet. exactement et OK. donc une fois qu'on a ce diagnostic, c'est aussi dans cette phase-là qu'on fait le relevé, où on a du coup un état des lieux, des existants et Mmh. des états des lieux avoisinants de ce qu'on a, quel OK. objet on a et puis après on rentre dans la faisabilité qui Oui. là est commune, pour un projet neuf ou un projet de rénovation OK. où on regarde, ben, quelles sont toutes les règles d'urbanisme, Mmh. et est-ce que, ce que souhaite le client peut fonctionner dans notre contexte? OK. En termes, d'espace, rapidement de volume, en termes de, règlement d'urbanisme, en termes aussi, de juste de destination de l'endroit. Voilà, est-ce que le lieu se prête, à la Au volonté projet du au projet client. du client, Et exactement. justement, tu as beaucoup parlé du cahier des charges qui est Oui, finalement l'étape numéro 1, hein. oui. Et est-ce que finalement, il y a des fois, tu as des clients qui viennent et qui ne savent pas forcément ce qu'ils veulent? Est-ce que toi, tu les accompagnes aussi dans cette démarche-là, les aider à trouver un projet? Si on est novice, on part de rien, on n'a pas d'idée et justement, on se dit: «Bah, on va aller voir Julie pour se Mmh, faire accompagner là-dedans mmh. et pour qu'elle nous donne ses idées et son expérience». Est-ce que tu accompagnes aussi les clients là-dessus? Bien sûr, bien sûr. Donc, hem je me permets juste de faire un petit retour en arrière. Oui, Donc après l'étude de faisabilité, c'est là que c'est important parce qu'en fait, ça vient donner la trame de ce qu'on va pouvoir bien faire sûr. pour la suite et après il y a les phases vraiment classiques qui ça sont les phases, similaires à un projet dans le public, Mmh. ou en tertiaire ou quoi, où on va avoir une esquisse. Donc c'est là qu'on dessine les premières intentions de Bien projet. sûr. On dessine vraiment en plan, ce que souhaite le client. Et puis après, on a une phase d'avant-projet, sommaire et détaillé, où là, on commence tout doucement à apprendre, à mettre des éléments techniques, à mettre des épaisseurs, dans le projet. Donc on n'est OK. plus juste sur des murs pochés, on a, des épaisseurs d'isolants, on a des intentions de projet qui sont mises sur, Ouais. les matériaux, les isolants, ainsi de suite. Après, on va avoir une période du dépôt du permis de construire
où ça c'est obligatoire. On le Mmh. dépose, en mairie ou au service, concerné. Et puis après, pendant cette période où, le service instructeur va nous dire oui ou non, on valide votre permis et si oui, sous quelles conditions, on en profite pour, rentrer dans la phase qui pour moi est la plus importante, qui est celle du projet d'architecture en tant OK. que tel. Où là, on se saisit de tout ce qui a été fait, en avant et puis on vient, travailler les détails techniques, on vient travailler les matériaux, le choix de tous les produits, Mmh. histoire de faire des plans le plus complets et des détails les plus complets pour constituer en fait un dossier, d'appel d'offres qui OK. va être envoyé à toutes les entreprises, tous les lots, nécessaires pour, mener à bien la construction. OK. Donc j'ai à chaque fois une pièce graphique avec mon plan détaillé, mes détails. J'ai une pièce écrite avec tous les quantitatifs, Ouais. dont j'ai besoin et les descriptifs en fait de son Donc en fait, on s'en rend bien compte qu'un projet, voilà. c'est de un, c'est long, Oui, de 2, c'est oui, complexe et de 3, ça demande une certaine maîtrise du terrain. Quand je dis du exact. terrain, c'est des complexités aussi qu'on peut avoir en Alsace, selon si on est en plaine, dans le vignoble, en montagne. Mais il y a beaucoup de clients qui se posent, c'est chronophage. Mmh. Combien de temps, en moyenne, un projet, ça met de la phase: «J'ai l'idée qui naît, pardon, j'appelle Julie et le projet sort de terre»? Vous dites, le projet sort de terre, on va poser la Justement, on va première pierre. poser la 1re brique. Bah, déjà, il y a les délais d'instruction qui sont, eux, souvent de 2, 3 mois, 4 mois, même encore plus parce qu'après on a un recours des tiers. Enfin, on peut vraiment, ça peut être à rallonge. Je sais qu'à Ouais. Colmar, c'est rapidement, 10 mois, 9 mois, on peut se retrouver jusqu'à ça avec les demandes Mmh. complémentaires. Ça, c'est indépendant de notre volonté. Bien sûr. Malheureusement, c'est vraiment eux qui traitent ça. Mais après, je veux dire, il y a des projets qui se prêtent à aller très vite et en 2 mois maximum, on peut déposer un permis, OK. quand il y a pas besoin d'avoir un gros recul sur le Mmh. projet ou sur Ouais. les décisions prises. Après, il y a donc cette période, entre guillemets, «d'instruction» qui elle, on compte quand même, 3 mois en général, puis c'est encore, 2 mois et puis après il y a le temps de chantier, qui va de 3 mois à 9 mois, enfin ça dépend toujours du Ça va produit. dépendre de l'ampleur du projet, de la complexité du Exactement, projet, exactement, des de tout ce entreprises qu'on vient aussi, rechercher. OK, Mais c'est un processus qui est quand même assez long et OK. c'est aussi pour ça que l'importance de venir solliciter l'architecte en amont, Oui, pour qu'on commence dès le début, en fait, ce ouais. processus et puis qu'on se retrouve pas, après avoir acheté, à avoir des C mois de latence, c'est bien que voilà. justement que tu nous dises ça parce que le 2e mot qui revient Oui, le plus, alors le 1er on a dit que c'était audit et le 2e c'était anticiper. voilà. Moi ce que je pourrais vous préconiser, c'est d'aller voir Julie le plus tôt possible finalement. Oui, Comme ça il y a pas de mauvaise surprise et finalement vous pouvez avancer sereinement et surtout avoir un projet qui est viable. Parce que ça, on exactement. pourra aussi en parler par la suite, parce que là, on a vu de la conception, à la naissance du projet, hein, jusqu'à la finalité. Mais il y a des contraintes, et des règles, parce que chaque commune a ses propres réglementations, chaque département a ses réglementations. Et aujourd'hui, on voit qu'on est, je dirais pas embêté, parce que c'est aussi ce qui fait préserver le charme de l'Alsace. Mmh mh. On est embêté par ses PLU, Mmh. ses règles Mmh. d'urbanisme. Aujourd'hui, concrètement, si on peut faire la passerelle, pardon, sur la thématique numéro 2, enfin, c'est quoi un PLU finalement? C'est un Mmh. mot qu'on entend beaucoup, mais peu Exactement. de gens savent concrètement ce que c'est. Alors le PLU, donc le plan local d'urbanisme, ici on se lit tout de suite au début, la personne vient nous voir, Oui, on a l'adresse, c'est vraiment le 1er réflexe qu'on a avant de commencer l'étude de faisabilité et un plan local d'urbanisme, c'est un règlement graphique et écrit. Donc le règlement graphique, en général, on a une cartographie, du lieu, de la oui, ville en question ou du groupement de communes en question. Avec, un zonage. Donc on arrive à identifier dans quelle zone urbaine on se trouve ou OK. zone naturelle ou quoi et puis ça va nous permettre de nous référer au règlement écrit qui lui, en fait, c'est un recueil de toutes les lois, qui vont être, «contraignantes» entre guillemets pour la parcelle. Donc j'ai, OK. mes distances par rapport aux limites séparatives, j'ai, mes hauteurs de faîtage, j'ai mes Finalement, c'est ce qui va vraiment régir, oui, ce que tu peux et surtout ce que tu ne peux pas faire. exactement. Et la question qu'on peut se poser, mais est-ce que ce PLU bloque beaucoup de projets? Alors, je trouve qu'il est bloquant sur certains points. Il y a des points de vigilance, donc c'est Mmh. important, ça aussi, de l'anticiper et de le lire dès le début pour même en faisabilité. Nous, très régulièrement, on fait des études de faisabilité OK. avant même que le terrain soit acheté, Oui, parce que, ben, justement, il peut être contraignant dans le parking, bien sûr. le nombre de places de parking. Mmh. Il peut être contraignant aussi dans l'accessibilité. Donc en fait, il nous faut des voies ça, notamment en Alsace, c'est assez commun. On vient, construire jusqu'en fond de parcelle Oui, et puis, en fait, on a des règles sur, la largeur de la voie
poids et la longueur maximum pour OK. l'accessibilité aux camions Ouais. de pompiers. Enfin, voilà, il y a plein de petites Ouais. subtilités qui font en fait qu'un projet peut être viable ou non. Parce que si on n'a pas la bonne largeur, si on est construit, on va jamais pouvoir densifier le fond de parcelle. OK, il faut qu'il y ait suffisamment de stationnement, qu'il y ait des voies de retournement, Exactement. que ça soit adapté, qu'il y ait Voilà, pas trop de bâti sur le foncier. voilà. Et est-ce que toi, tu as déjà dû dire non, justement à cause de ces réglementations-là? Alors fort heureusement, j'ai jamais dû dire un non, brut, mais par contre, OK, il y a déjà eu heu, des sujets ou des situations où on n'a pas pu faire comme le client voulait dans son cahier des charges 0, donc on a OK, adapté. Je pense notamment à un vigneron qui avait une magnifique bâtisse et qui voulait, faire des gîtes à l'intérieur. On a été contraints par le nombre de gîtes, mmh, à pouvoir déployer à l'intérieur. Donc on a réaménagé le programme, on a rajouté, on l'a mixé et ça a fonctionné. OK, Mais voilà, ça a demandé un travail d'élaboration du cahier des charges 0, une étude de faisabilité, qu'est-ce qu'on peut ou non OK. faire? Et puis après une adaptation de ce cahier des charges en fonction de Justement, tu as dû t'adapter à la situation de ton voilà. client, mais ce qui est bien, c'est que vous voyez, même quand vous avez un non, sur, un premier vol, sur un projet, le but de Julie, c'est aussi de trouver des solutions à votre projet, de vous dire: «Attention, bah, ce projet-là, on peut le faire, mais Mmh. par contre, ça demande telle et telle Exactement. modification». Et si on devait justement, on en a parlé avant, anticiper, quels seraient les points de vigilance à surveiller même avant de commencer le projet? Parce qu'on sait qu'il y a des points de vigilance Oui, qui vont être, très importants. Je pense à la hauteur, oui, je pense, est-ce qu'on est classé en ABF, Architecte des voilà. Bâtiments de France, et cetera, et cetera. Alors ça, dans le mille, avant toute chose, on lit le PLU, il faut le lire. Ouais, Après, on fait une synthèse, aussi des autres lois qui viennent, définir et contraindre le projet. Donc comme tu l'as dit, en Alsace, c'est, les zones ABF ou mmh, périmètre ABF. Donc ça, ouais, c'est assez contraignant sur, les matériaux employés, notamment pour les menuiseries. Le PVC est à proscrire, le blanc sont à proscrire, les types d'enduits. Enfin voilà, les ABF sont aussi, un point de vigilance, mmh, à vraiment pas négliger. OK, En Alsace, on a aussi beaucoup le PPRNI qui est en fait, le plan pour les inondations. Il y a Lille qui est à proximité de Colmar, donc là, c'est aussi, contraignant en termes de niveau habitable, hein, et en termes aussi de développement du réseau de canalisation. Je dirais que c'est un peu les 3 points de vigilance à OK, mettre. Après, il y aura aussi très rapidement, la thermique et la structure, parce que, dès le permis de construire, en fait, on va devoir rendre des comptes à travers des attestations, OK, sur, le projet thermique et le projet structurel, mmh, parce qu'on est en zone sismique en Alsace. OK. Et voilà, je dirais que ça, c'est vraiment les petits points de vigilance, mais qui sont assez voilà, quand on les connaît, il y a des trames, c'est explicité et dans tous les cas, s'il y a une interprétation un peu ambiguë ou s'il y a un quelconque sujet, on se présente assez vite au service instructeur ou du moins au Mmh, service d'urbanisme de la commune et ouais, puis, on fait un point ensemble OK. pour éviter de déposer un projet et d'avoir des Mmh. demandes complémentaires Justement, c'est parfois. aussi pour ça qu'on fait le podcast, parce que moi, je pars du principe que, par exemple, moi, je suis agent immobilier, Julie architecte, mais on travaille tous main dans la main. Et le but à travers ces podcasts, c'est de montrer que, ensemble, on fait de belles choses, mais je dirais que, enfin, tout seul, on fait de belles choses, mais ensemble, on va faire de grandes choses. Et le but, justement, de travailler avec l'urbanisme, avec les mairies, avec les architectes, c'est aussi de montrer, la complémentarité des compétences. Mmh. Et maintenant, si on devait faire un petit peu une, courte parenthèse sur la transition écologique, c'est un vrai enjeu, je pense, Mmh. pour le futur. Oui. C'est quelque chose qu'on entend de plus en plus parler. Mmh. Est-ce que maintenant tu constates qu'il y a des réglementations en plus avant la pose du permis, où ils vont te dire: «Attention, il faut que tu aies tant et tant d'isolant, Mmh. il faut que tu aies un bâtiment qui soit, économe», et cetera, et cetera? Ou est-ce que pour le moment, ils sont moins regardants et tu peux encore mettre du fioul, pour pas le citer? Bon alors, pour le privé, ça reste encore, relativement léger aujourd'hui. OK. Pour la rénovation, encore plus. Après il y a les banques qui travaillent un petit peu, il y a ces prêts, enfin l'éco-PTZ, ce genre de L'éco-PTZ, oui. choses Ouais. qui, poussent un peu à une rénovation OK. énergétique. Mais, je trouve qu'aujourd'hui à l'étape du permis, OK. vraiment juste l'étape 1 permis, c'est encore un peu léger. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, enfin moi j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont une forte sensibilité à ça. Oui. À certes, l'objet fini, tel qu'il est avec, sa bonne, isolation, Ouais. mais aussi, en vision globale avec le bilan carbone des matériaux employés Mmh. et ça, moi j'en fais vraiment,
Toi, Heu tu mets un point d'intention justement et je dirais exactement, même un pardon. point d'honneur à vérifier si le bâtiment derrière va être économe en énergie, va C'est un respecter la sujet, planète, exactement, et cetera, et mais pas cetera. d'employer enfin, d'essayer d'employer au maximum, c'est pas toujours Oui, possible. Des matériaux qui aujourd'hui font du sens et aujourd'hui ont des qualités que n'ont pas forcément, oui, des matériaux des matériaux éco-durables inox qui vont exact. garder la fraîcheur, Voilà, dans le bâtiment. Enfin, on peut penser à beaucoup de choses, les toits voilà, végétalisés voilà. et cetera et moi, je trouve que c'est assez frappant dans certaines communes où justement le PLU va être très strict, Mmh. pour les centres-villes. Je pense à Turckheim, je pense à beaucoup d'autres communes en Alsace. Comment ça se fait quand on sort de Turckheim, du centre, de la périphérie, on constate qu'il y a une différence flagrante entre les maisons de village à Oui, Colombage, oui. je dirais le charme alsacien, et des constructions plus récentes je dirais pas qu'ils n'ont pas de charme parce qu'attention, le charme c'est propre à chacun, mais qui sont, tout à fait conformes et qui se ressemblent. Pourquoi on a cette différence-là entre les entrées de communes et les centres de ces communes? Alors, j'ai pas de réponse, claire à ça parce que je comprends pas trop non plus comment on en est arrivé OK. là, c'est un peu malheureux, mais je pense que c'est aussi, induit par le fait que pour ces les monuments historiques, il y a des périmètres en fait qui sont Mmh. plus ou moins élargis, qui sont plus ou moins stricts, donc je pense que ça pourrait être, expliqué éventuellement par ça ou, ben, par des discussions. J'ai pas de je comprends pas toujours. Ouais, justement, mais c'est une question Ouais. qu'on peut se poser parce qu'on va être enfin, les communes vont être très strictes Mmh. pour les centres-villes et un Mmh. peu moins pour les périphéries. Et aujourd'hui, un des sujets majeurs, et je pense que ça va être la thématique numéro 3, ça va être aussi la rénovation au sein du bâtiment. Mmh. On a pu le voir dans l'épisode précédent avec Camille Fabita qui parlait de la rénovation énergétique. Mais là, Julie, tu es peut-être là pour apporter des solutions plus techniques, je dirais pas plus concrètes, mais plus sur la structure du bâtiment. Mmh. Aujourd'hui, si on prend la différence entre la construction et la rénovation, c'est quoi la réelle différence pour un client entre construire et rénover? Alors, souvent, c'est vraiment là, c'est une question de philosophie des clients avec lesquels je peux Mmh. travailler. Il y en a pour lesquels, la construction, c'est inenvisageable. Ouais, ça sollicite trop de matériaux, trop de Mmh. déchets. Bon, ben, voilà, c'est un sujet qui est là, donc qui fait du sens. Mais après, ça dépend aussi beaucoup, je trouve, du territoire et du lieu. Par exemple, en Alsace, on a un bâti qui est là, qui est qualitatif, Ouais, donc qui se prête fort à la rénovation. bien sûr. Donc je trouve qu'en Alsace, j'ai plus de clients qui se tournent vers la rénovation. OK. Pour du neuf, c'est souvent, c'est souvent, ouais, une gamme au-dessus en termes de budget parce que Mmh. l'accession au terrain est quand même, Justement, j'allais y venir, certaine, le voilà. neuf va être plus cher en général que la rénovation. Je pense que les montants d'études OK. sont plus, importants Oui, en rénovation parce qu'on fait appel, ben, à un architecte, un peu plus qualifié. On fait appel à des bureaux d'études, aussi. Enfin, on a plus et puis on a ce sujet aussi des choses qui ne sont pas prévues, de l'imprévu, bien sûr. qui peut, voilà, augmenter le coût. Après dans du neuf, ouais, c'est essentiellement l'accession au terrain, je pense, qui est, Ouais, parce qu'on remarque qu'on a de moins en moins de foncier, voilà. donc automatiquement, on sait très bien que quand l'offre, est supérieure à la demande, Oui, les prix baissent et quand la demande est supérieure à l'offre, voilà. les prix augmentent et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a plus de foncier, Mmh. enfin, très peu de foncier sur le marché. Par contre, il y a quand même beaucoup de demandes, donc automatiquement, les prix du foncier, donc des terrains augmentent. En parallèle de ça, les coûts de construction, ils augmentent, Mmh. les coûts de rénovation aussi, Mmh. mais les coûts du neuf va être en général plus élevés Mmh. et là, on parle de budget, mais en termes de complexité, est-ce que c'est plus compliqué de construire ou de rénover? Alors pour ma profession, Oui, je pense qu'il y a plus de complexité dans la rénovation, OK, dans le sens où, en fait, par complexité, j'entends que les phases d'études sont beaucoup plus lourdes. Donc, comme je oui, te disais, il y a cette nécessité du diagnostic pour comprendre le bâtiment, bien ses sûr, pathologies. Il y a la nécessité aussi d'accepter qu'il y a des choses qui devront être vues. Tout ne peut pas être maîtrisé bien sûr, dès les phases d'études. Donc on va devoir entamer le chantier, on va devoir, démonter certaines choses pour comprendre comment ça fonctionne. ouais, Donc il y a une phase d'incertitude qui demande, un peu plus de réactivité, dans le processus. OK, Donc je dirais en ce sens que la rénovation peut être pour un architecte un peu plus un peu plus complexe. complète. Après je trouve que l'objet fini, est vraiment est souvent quand même plus Bien sûr, on intéressant fait pour du une neuf avec de rénovation. l'ancien tout en Voilà, conservant le charme du bien ou le charme du lieu. voilà. On peut adapter, je pense, une rénovation aussi au lieu, hein, au secteur Il le géographique, faut, ouais. où on est et du coup, bon, tu as en partie répondu. Tu penses que la rénovation va être plus imprévisible que de construire aussi?
j'aime pas forcément dire imprévisible dans le sens où c'est quelque chose de péjoratif, Ouais, mais je pense que, la rénovation, il faut vraiment le prendre comme une aventure et accepter qu'il y ait des évolutions du projet, au OK, fur et à mesure de l'avancement du processus, en bien fait, sûr. parce qu'on va découvrir certaines choses. Bon, OK, c'est pas grave, on doit garder, cet élément-là, ben, on va refaire autour et puis on va, faire évoluer le projet autour de ça. C'est ce qui fait aussi la beauté de la rénovation, peut-être Exactement, trouver enfin, chercher des solutions à des problèmes qu'on a, des problèmes des fois structurels exact. ou sur les matériaux à employer, Mmh, qui vont être peut-être plus stimulants mmh. pour l'architecte que de faire construire. Et Et puis, ouais, tu pardon. vois aussi, je trouve intéressant en Alsace, la rénovation, bon alors elle est agréable parce que souvent elle est, en ossature bois, donc Oui. c'est assez malléable et puis parfois, ben, on a des éléments qui sont très contraignants, puis qu'on Mmh. peut venir utiliser en levier de projet et OK. puis, voilà, faire quelque chose autour de ça, mais c'est un peu, l'histoire du projet Ouais, architectural de aussi. s'adapter Voilà. à tout ça. Est-ce que tu constates qu'on a une tendance qui va plus vers la construction ou tu as des clients qui font encore de la rénovation ou tu en as peut-être plus maintenant? Quelle est la tendance actuellement entre la rénovation et la construction dans le neuf? Alors moi, je dirais que 80 je pense de ma pratique, c'est de la rénovation, OK. essentiellement. La construction que je fais, c'est soit vraiment, du programme, associatif, tertiaire ou Mmh. public. OK. Pour le privé, oui, c'est même 90 ou alors c'est vraiment, de l'extension, mais OK. assez, conséquente, vraiment au-delà de 100 m². Et là, bon, voilà, est-ce que ça s'assimile à la construction neuve ou non? Mais, je trouve que la tendance va quand même plus à la rénovation et je trouve que dans une région comme l'Alsace, ça fait du sens, en fait. OK et justement, tu as parlé des mètres carrés, on ne l'a Oui, pas abordé oui. avant. À partir de combien de mètres carrés on fait appel à un architecte, pour de la construction? Et écoute, pour une extension à partir de au-delà de 150 m² de surface de plancher, OK. ça va être soumis à autorisation, enfin permis de construire. OK. Donc, voilà, Donc à bon, partir de 150 mètres carrés, on doit c'est obligatoire. automatiquement, enfin Exactement, obligatoirement faire appel à voilà. Après un dans architecte. tous les cas, comme on l'a dit avant, je pense que c'est important d'avoir, ce partenaire, Bien l'architecte, pour sûr. accompagner même un projet à plus petite échelle. Oui, pour s'adapter justement à chaque profil Voilà. de personnes. Et tu pourrais nous parler d'un projet dont tu es fier? Parce que justement, on a parlé de l'aspect technique, Oui. l'aspect réglementaire, mais il y a le côté humain aussi, hein. Mmh. Et un projet que tu as porté et dont tu es fier aujourd'hui. Alors, c'est assez marrant, je dirais, parce que c'est pas un projet, bâti au sens, littéral du terme. C'est un projet sur lequel on travaille avec le laboratoire de la ruralité, OK. à la préfecture d'Épinal, en fait, dans les Vosges, qui est un laboratoire qui, en fait, fait appel à plusieurs acteurs du territoire, Mmh. mais que ce soit en médecine, dans la construction, enfin, c'est assez intéressant. Et avec eux, je suis en train de développer en fait une plateforme territoriale qui travaille vraiment au recensement très précis et presque chirurgical des ressources du territoire en fait. OK. Des ressources qui permettent, de bâtir. Donc on a des carrières, on a des scieries, enfin on a des ressources tant dans le savoir-faire Mmh. artisanal que, dans la matière en tant que telle. OK. Et ça, on le fait vraiment dans une idée de renforcer aussi l'identité, territoriale alsacienne, mais aussi OK. vosgienne. Donc Heu, finalement, on pourrait dire que ce qui fait la beauté du projet, c'est pas tant la grandeur, oui, c'est pas tant le budget qu'on va y mettre dedans, mais c'est exact. l'histoire qu'il va y avoir Exactement derrière. et je trouve l'aspect, sociétal, en fait, de ce projet, Ouais, bien sûr. voilà, qui fait du sens. Donc je dirais que c'est un projet. OK et justement, si tu devais donner, pour conclure, Mmh, 3 conseils à des personnes aujourd'hui qui veulent se lancer, mmh. qui ne connaissent pas d'architecte, qui savent pas comment ça se passe, quels seraient ces 3 conseils à donner à ces personnes-là? Alors vraiment, le conseil numéro un, c'est on en a parlé encore, c'est l'anticipation, de au plus tôt venir, rencontrer un architecte, Oui, discuter avec lui, sortir du stéréotype que, un architecte c'est cher et que ouais, c'est que pour une certaine gamme de projets, je pense pas que ce soit le cas. Vraiment, on s'adapte à chaque client, chaque projet et OK, à chaque budget en fait, parce que voilà, on trouve toujours des solutions pour avoir un accompagnement, OK. quelle que soit l'enveloppe. Et puis enfin, je dirais que si on se lance dans de la rénovation, accepter que c'est un processus qui va demander une étude, en amont, Oui, qui est souvent peut-être un peu plus longue que les autres études, OK. mais avec une base solide, un relevé solide et un bon diagnostic, Mmh. c'est les clés, je pense, pour une Justement, c'est rénovation, réussie. l'anticipation, le Exact, travail de ce projet, qui va permettre au bon aboutissement de ce exactement et la projet-là. compréhension du bien qu'on a, et sa réaction au contexte, en fait. OK et
J'ai pour habitude de finir le podcast avec un message d'espoir. Oui. Je dirais pas que tout va mal en ce moment, au contraire, hein, mais le but de à travers ces podcasts, c'est aussi de montrer qu'on a des partenaires qui sont formidables. On a pu le voir avec vraiment tous les épisodes. On a beaucoup de personnes qui sont investies à travers leur métier. Moi, je trouve ça formidable. Et si aujourd'hui, toi, tu devais me donner un message d'espoir à toutes les personnes qui nous écoutent sur ton métier, sur ta vision, ça serait lequel? Alors je trouve qu'on a une profession qui est formidable, mais qui, est en transition un petit peu forcée, aujourd'hui et qu'on nous parle souvent de: «OK, les architectes vont disparaître avec l'intelligence artificielle» et ce genre de choses. Et je trouve que l'aspect humain me concerne Bien vraiment. sûr. Là, pendant tout cet épisode, j'ai parlé de ma vision des choses, mais il est non négligeable et c'est vraiment, une grande chance de pouvoir être accompagné d'un architecte pour votre projet et que ce serait dommage de le louper, enfin. Bon, bah, c'est un très beau mot de la fin et moi je rajouterais une dernière chose. Bah, déjà merci à toutes les personnes qui nous écoutent. Il y a un engouement qui est énorme sur tous les podcasts, ça me touche beaucoup et justement on fait aussi ces podcasts pour montrer que l'intelligence artificielle, c'est génial, heu, voilà, les réseaux sociaux, c'est génial, mais ce qui compte, c'est le contact humain et le but de ces podcasts, c'est de rencontrer tous les partenaires de l'immobilier, rencontrer chez eux, de comprendre leur histoire, d'où ils viennent, leur parcours et de vous donner à vous toutes les cartes finalement pour vos projets immobiliers et globalement tous vos projets. Donc pour ça, un grand merci. Un grand merci à toi Julie d'avoir Merci. répondu à l'invitation et nous, on se donne rendez-vous pour l'épisode prochain et je vous dis à très vite.